Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec un collègue, Zach Lani. Enchanté, Zach. Enchanté également. Et un collègue, tu fais bien de le dire. Ça me fait plaisir, tu peux pas imaginer. Je suis contente de les avoir, mes petits créateurs de contenu, mais quand c'est quelqu'un qui fait le même taf que moi, qui fait de l'interview, qui est habitué à l'exercice, tu sais, je me sens un peu détendue. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que quand j'en fais aussi, moi, je suis content parce que, en tant qu'intervieweur, je connais un petit peu les dessous, les bons, les mauvais invités, les bonnes, les mauvaises réponses. Et donc, du coup, quand on me propose d'y aller, en général, je joue le jeu et ça me fait plaisir qu'on me le propose. Merci. Et d'autant qu'en plus, là, je t'attrape au vol comme ça parce que, à l'heure où on parle, t'es encore en top tweet. Ouais. Il y a une petite actualité parce qu'on tourne, on est mi-novembre et il vient d'avoir le 11 All-Stars. Exactement. Qui était un match de foot organisé sur Twitch et qui a dépassé tous les records en termes de viewers. C'est quoi, 1,2 million, non, le pic? Ouais, quasiment 1,2 million, exactement. C'était un match amical entre des streamers français et des streamers espagnols au stade Jean-Bouin à Paris. Et avec 20 000 personnes sur place également. Et encore, dis-toi, en réalité, le record est un petit peu tronqué dans la mesure où il y a beaucoup d'autres streamers qui ont restreamé le match et qui ont react dessus. En live? Exactement. Okay. Donc si tu prenais la totalité de l'audience française cumulée, je pense qu'on est au-delà de ça. Mais c'était quelque chose un très grand événement et un vrai plaisir d'y participer. Donc tu m'as au bon moment. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans ce stade et que là, t'as tous les gens qui t'applaudissent, qui crient? Bah, en tant que fan de football, c'est la folie. Franchement, en tant que fan de football, t'as toi-même, quand t'es jeune, grandi en voyant la pelouse, les stades, les ambiances. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui fréquente beaucoup les stades moi-même. C'est-à-dire que je suis quand même abonné à Lyon. Et donc, j'y vais très souvent. Et c'est un vrai plaisir d'avoir des gens qui supportent, qui sont investis. Et franchement, rêve de gosse. C'est rêve de gosse. C'est les frissons. Niveau sportif, c'était comment? C'était très bien. On a gagné 2-0. Ouais. Voilà. On a tous tourné, on a tous eu du temps de jeu. Bon, j'ai pas été le meilleur, hein, loin de là, mais... Mais t'as fait un petit tacle qui a fait sensation, enfin. Ne te déprécie pas comme ça. C'est trop drôle, Alix, parce que franchement, si tu regardes, j'ai joué 20-25 minutes. Sur les 20-25 minutes, j'ai eu 3-4 ballons, tu vois. Et en 3-4 ballons, j'ai quand même réussi à avoir mon highlight qui a fait le tour avec un énorme tacle. On va vous mettre la photo là au montage. C'est vrai que, donc, comme t'es en top tweet en ce moment, quand tu cliques sur Zach Lani, il y a qu'un truc. Il y a toute timeline, c'est qui défile, et il y a une photo du gars. Tu tapes mon nom sur Twitter, là, c'est session van sur le fait que j'ai taclé comme un cinglé et que, effectivement, je vais pas mentir, je suis pas hyper rapide à la course. Donc, du coup, j'ai vu des mecs dire que je courais comme dans un cauchemar. Bon, ça va, je suis pas... Je l'ai vu, c'est tout. Ça t'a fait rire ou pas? Oui, parce que, tu sais, je l'ai, cette sensation de quand t'es un cauchemar, qu'il y a la personne derrière qui te rattrape et que toi, t'arrives pas à courir. Non, c'est marrant, pareil. Il y en a, ils me disaient, mais il y a qui le retient par derrière et tout. Non, c'est juste que je suis pas très rapide. Mais pourtant, tu sais que j'ai fait les efforts, hein. On a fait une préparation de 3 semaines. J'ai adapté mon alimentation, j'ai perdu 4 kilos. Allez, monsieur. Mais malgré ça, c'était pas encore suffisant. Et il y aura un match retour dans quelques mois en Espagne. Et à ce moment-là, j'espère, avec une préparation encore plus longue, pouvoir arriver un peu plus fit et peut-être à ce moment-là, ne pas avoir besoin de tacler, mais récupérer le ballon, courir plus vite, tout simplement. Ce serait mieux. Bien sûr. Tu iras au match retour? Ouais, bien sûr. Et alors, attends, parce qu'on disait que c'était record de vues sur Twitch. Ouais. Juste avant, il y avait le Grand Prix Explorer de Squeezie quelques semaines auparavant. On t'a proposé d'y participer à ça? Non, pas du tout. Mais il y a pas de mal à ça. Et le GP Explorer était quelque chose de très très grand et j'ai kiffé le voir. C'était original en plus, tu vois, une course de F4, ça change. Et les deux événements montrent aussi que sur le Twitch FR, on fait des choses très très grandes qui se passent et chaque année, et que je pense à l'international. En fait, c'est pas je pense, c'est factuel, à l'international on nous envie, tu vois. Genre on voit pas des événements de cette envergure dans d'autres pays qui ont pourtant la taille, notre taille, tu vois. On voit pas ce genre de choses, par exemple, sur le Twitch allemand, on voit pas ce genre de choses sur le Twitch italien, on voit rarement ce genre de choses sur le Twitch US, tu vois. C'est d'ailleurs un des défauts du Twitch US, ils collaborent peu, les mecs. Après, le pays est très grand, donc ça participe aussi. Mais non, c'est une vraie fierté et j'aime beaucoup ça. Et le GP Explorer, c'était cool. Mais je pensais que le match allait le dépasser parce que le football, bon, qu'on aime ou on n'aime pas, je pense que parmi ton public, il y en a pas beaucoup qui le suivent et il y a pas de souci à ça, mais ça reste le sport le plus populaire du monde. Hyper fédérateur.
hyper fédérateur qui a dépassé les sphères de toutes les sociétés mondiales, en fait, si t'as envie. C'est pour ça que quand des fois on compare des grandes stars du football et des grandes stars d'autres sports qui sont un peu moins connus, les gens ont du mal à se dire qu'une simple star du football va souvent être plus connue que le mec le plus populaire de sport annexe, en fait. Rien que pour te donner un exemple, récemment j'avais vu, et c'est aussi par la simplicité de pratique, mais récemment j'avais vu un reportage au Groenland. Ouais. J'ai envie d'aller au Groenland, Alix. Ok. Un jour, j'irai là-bas. J'espère qu'on verra une petite photo de toi, habillé comme ça, face à un igloo avec une doudoune. À Nuuk. Nuuk, la capitale du Groenland, 50 000 habitants. Et après, ils ont des petits villages de 150, 200, vraiment perdus au milieu de la glace et tout. Et perdus au milieu de la glace, ils jouent à quoi, les enfants? Mais ils jouent au foot. Et ils jouaient au foot. Je vous le Même demandais. les enfants des villages de 150 habitants au fin fond du Groenland, ils jouent au foot. Grâce à la simplicité de pratique, Oui. bien entendu. C'est évident, c'est plus pratique de faire ça Un que de faire de la ballon, course. Voilà. 2 manteaux qui servent de but, et puis on est Exactement. parti, quoi. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quand même des chances que le match de foot batte l'audience de la F4 parce que le foot, c'est encore plus gros. Ça l'a battu de peu, mais ça l'a battu. Il y avait une petite compète ou pas sur ça? Je pense pas. Non. Non, je pense pas. Les gens aiment bien comparer les chiffres, etc. Mais j'ai vécu le chose de l'intérieur. On n'en parlait même pas entre nous. On s'en foutait. Même Amine, c'était pas du tout son objectif. Après, que ça l'ait fait. Voilà. Mais non, il n'y avait pas spécialement de compète. Et puis ça reste un truc sain. Genre, c'est-à-dire que il y a un rapport cool avec ça. Par exemple, il y avait Squeezie sur place. Oui, et puis même il a tweeté, Tu vois? Ouais. Genre Squeezie, je pense pas qu'il était là. Oh merde, ils m'ont battu. Le gars était là le soir même. Amine et Squeezie, je pense, s'entendent bien. Non, il y a pas de ça, je pense. Bon, on en revient un petit peu à toi. Yes. Quand tu fais tes interviews, parce que pour ceux qui te connaissent pas, donc t'as une chaîne Twitch, t'es présent sur YouTube et t'as un format d'interview, c'est comme ça que moi je t'ai découvert, qui est Zach en roue libre. C'est ça. Je crois que le premier Zach en roue libre que j'ai vu, c'était avec Cyprien. Ouais. Parce qu'en fait, créateur hyper populaire sur YouTube, c'est vrai que comme j'étais moins sur Twitch à l'époque, je connaissais pas tous les streamers. Donc j'ai découvert avec Cyprien. Et il y a des questions rituelles que tu poses. Ouais. Première question, c'est raconte ton enfance, son parcours scolaire. Ouais, c'est qui es-tu, d'où viens-tu, Voilà. et quel était ton parcours. Tu l'as déjà fait quand ton pote Dogby a fait ton interview, que je mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos si vous voulez la voir. Elle dure 2h30, c'est vraiment c'est vraiment ta vie. Ouais. Racontée avec et par ton pote. Tout à fait. Donc je vais pas te poser la même question, mais je vais te demander que tu me racontes ton enfance, qui es-tu, d'où viens-tu, mais comme si c'était ta mère qui répondait. Qu'est-ce qu'elle dirait de toi, ta mère? Qu'est-ce qu'elle dirait de moi? Ton enfance. C'est assez drôle. Quand on parle de mon enfance avec ma mère, j'ai vécu une enfance où déjà mes parents ont toujours fait le maximum pour que je manque de rien. Et ça a été réussi. C'est-à-dire que je viens pas d'une famille très riche, mais je peux pas dire que j'ai été malheureux, tu vois. J'ai toujours mangé à ma faim, je me suis toujours amusé, j'ai été à l'école, de temps en temps en vacances. Et rien que sur ça, je remercierai toujours mes parents qui ont toujours fait le maximum pour ça. Et à côté de ça, quand je demande à ma mère comment j'étais quand j'étais gamin, elle m'a toujours dit que j'étais un enfant facile à vivre. J'étais facile à vivre, je faisais pas beaucoup de crises et au global, j'étais assez facilement divertissable. C'est-à-dire qu'elle me disait que il suffisait de me donner une voiture pour que pendant des heures, littéralement, je pouvais de temps en temps m'énerver devant un jeu ou devant un circuit Hot Wheels qui ne fonctionnait pas, mais quand j'étais gamin, quelques jouets suffisaient à me distraire assez facilement. Et à côté de ça, j'ai eu une enfance où j'ai grandi aux côtés de mes sœurs. J'ai 3 sœurs. Oui. Et j'ai un grand frère aussi qui est décédé quand j'étais plus jeune. Mais Quand tu avais quel âge? Quand j'avais 6 ans. Il est décédé en 2001. Donc j'ai quand même des souvenirs de lui, mais c'est des souvenirs qui sont assez brefs, tu vois. Mais j'en parle, j'en discute, y a pas de souci, tu vois. Et mais j'ai de bons souvenirs. Il m'a offert mon premier cadeau, il m'a offert ma première Game Boy Advance, tu vois. Ah, donc t'as gardé quand même des souvenirs marquants avec lui. Ouais, bien sûr. Et même s'il est décédé quand j'étais jeune, je m'en rappelle assez nettement. Mais ça a un impact dans ta vie d'aujourd'hui, d'avoir grandi avec le souvenir de ton frère, mais pas sa présence physique? Bah, des fois, je me pose la question comment elle aurait été ma vie s'il avait encore été là, enfin, s'il avait encore été là, tu vois. Est-ce qu'il m'aurait orienté à des moments dans ma vie? Est-ce qu'il m'aurait aidé? Forcément, tu te poses la question comment ça aurait été la vie s'il avait été là. Mais après, forcément, vu qu'il est décédé, quand j'étais relativement jeune, maintenant, je me rappelle à son bon souvenir, mais je me rappelle pas de lui tous les jours, tu vois. C'est pas une manière de dire qu'il a pas existé, mais effectivement, de temps en temps, je me rappelle que j'ai un grand frère, je regarde des photos, je me pose des questions, j'en discute avec ma mère. Mais et je regarde une importance forte dans mon cœur, mais ça en reste là, tu vois. Il y a pas spécialement de choses en plus. Mais donc du coup voilà, j'avais mon grand frère, j'avais mes grandes sœurs et ouais, on a grandi ensemble et j'ai une scolarité somme toute normale, voilà. Mais
Ouais, c'est ce que ma mère disait. J'étais facile à vivre. C'est le détail qu'elle m'a toujours dit. J'étais pas spécialement capricieux et je posais pas spécialement de problème vu que j'étais pas très difficile à divertir et que je posais, ouais, bon, voilà. En somme toute, c'est ça. Je posais pas vraiment de problème. Tes parents, ils faisaient quoi comme métier quand t'étais plus jeune? Mon père camionneur. Ouais. Je l'ai Donc, toujours connu pas comme trop là, alors? Pas trop là, c'est vrai. Mais il était pas trop camionneur de longue distance non plus. Ok. En fait, on a eu une vie spéciale. Regarde, je vais te raconter. En fait, on a vécu aux États-Unis quand j'avais 5 ans. Pendant 1 an et demi à peu près. Ouais. Et parce que j'ai beaucoup de famille là-bas. Et mon père, là-bas, il était camionneur, il ravitaillait des supermarchés. Et les week-ends, il allait vendre des hot dogs au tournoi de golf. C'est très précis. C'est très précis. Ouais, c'était marrant. Mais donc, du coup, il a fait des choses à des tournois où il y avait Tiger Woods, tu vois. Donc, on vivait à Orlando, en Floride, pas loin de Miami, parce qu'on avait déjà de la famille là-bas. Ok. Et j'ai toujours de la famille là-bas, d'ailleurs. Et après, un beau jour, non, c'est pas un beau jour, mais un jour, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et bizarrement, notre quartier s'est retourné contre nous. Attends, c'est-à-dire... Bah, on a reçu des lettres racistes et compagnie dans la boîte aux lettres, dégager les Arabes, quoi. Ah, et juste parce que vous étiez arabe? Et on est parti. Mais attends, mais c'est hyper violent, ça. Oui. Parce que t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 6 ans. Donc, ça veut dire qu'à 6 ans, t'es confronté là, comme ça, Ouais. pleine face au racisme? Ouais, tout à fait. Ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est vrai que les gens ont du mal à y croire. Ouais, c'est fou. Mais quand on avait, donc du coup, de 0 à 5 ans, j'étais en France. Ouais. De 5 à 6 ans, ma mère décide d'aller aux États-Unis, là où elle avait déjà son frère, donc mon oncle, plus une autre partie de la famille. Donc voilà. Et on va là-bas, on vit pendant 1 an et demi, ça se passe très bien. J'ai plein de photos de moi où on va à Disney World à Orlando. Exactement. On va à Universal Studios et tout, qui avait aussi un parc d'attractions. On vit là-bas. Je me rappelle, mon père, il m'achetait des cartons de donuts et de la boisson bleue. Je kiffais, j'étais gamin, quoi. C'est les souvenirs que j'en ai. Et effectivement, peu après les attentats du 11 septembre, on est parti plus ou moins à cause de ça. Pas qu'à cause de ça, hein, c'est une conjoncture qui est plus globale, mais ça, c'est une des raisons. Et ça se manifestait comment? C'était des lettres? C'était des insultes? Ouais, des lettres. Le voisinage avec qui on s'entendait très bien, du jour au lendemain, bah, bizarrement, ils s'entendaient un peu moins bien. Et tes parents ont eu peur, tu crois? Peut-être en partie, ouais, je pense. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas 100% à cause de ça, mais ouais, c'est en partie une des raisons pour laquelle, au bout d'un moment, quelques temps après, on s'est dit, bon, bah, en fait, on a rien à faire là et on est rentré en France. Donc là, tu rentres en France, tu commences une scolarité classique en France. Ta maman faisait quoi comme métier? Ma mère, elle était chef de rayon à Intermarché. D'accord. Donc ma mère était chef de rayon à Intermarché et mon père camionneur. Ok. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'on a vécu aux États-Unis et après, si t'as envie, on est allé au Maroc pendant quelques temps parce qu'après le décès de mon frère, il a fallu l'enterrer là-bas. On a passé quelques temps là-bas, etc., machin. Donc j'ai passé 1 an de scolarité au Maroc en CP. Et après, je suis revenu en CE1 en France. Et en fait, si tu veux, au Maroc, j'avais pas du tout la même scolarité que les autres. Genre, faut se dire que la scolarité au Maroc, par moment, c'est plus difficile, mais aussi c'est différent. Et donc, du coup, quand je me rappelle, quand je rentre en CE1 en France, je vais faire mon premier jour en France en CE1. Et la maîtresse, elle nous dit, je vais la voir à la fin de la journée du premier jour, elle nous dit, je lui dis, est-ce qu'il y a des devoirs? Elle dit, oui, bah faites les verbes. Et je lui dis, bah, et c'est quoi un verbe? Aïe. Oui. J'avais jamais entendu ce mot-là. Et à ce moment-là, je me rappelle, elle avait donné une sorte de cahier de conjugaison, etc. Donc une sorte de livre à ma mère. Elle dit à la fin de l'année, faut qu'il connaisse ça parce que sinon il peut pas passer. Là, il part de trop loin. Et on l'a révisé pendant des mois et je suis passé. Mais c'est hyper perturbant, non, pour un enfant d'arriver dans un environnement différent, de pas avoir de copains, de pas avoir eu d'attache jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que tu l'as ressenti? Non. C'est vrai, non, ça vraiment, franchement, non, je me suis intégré facilement. Je parlais français, tu vois, vu que de 0 à 5 ans, j'avais vécu en France. Après, il y a eu la parenthèse États-Unis, etc., décès de mon frère, Maroc, mais ça restait des bons souvenirs. Et puis au Maroc, ils sont francophones. Et j'avais appris à lire l'arabe à l'époque, parce que je le parlais déjà. Et donc, du coup, en fait, j'étais déjà bilingue. Et donc, ça m'avait bien aidé. Et non, en revenant en France, j'avais pas senti spécialement, j'étais pas perturbé. Pour être honnête, j'étais pas perturbé. Quand je me rappelle des quelques souvenirs de CE1, CE2, CM1, CM2, donc la primaire, j'étais bien intégré, j'avais des amis comme on a des amis, en étant totalement né ici, et j'avais pas spécialement de soucis, ni d'intégration, ni de sociabilisation, ni de quoi que ce soit. J'ai vécu une enfance et une primaire normale, heureuse, à passer les années les unes après les autres et sans spécialement de difficultés. Mais ça fait vraiment sens avec ce que tu me dis de ce que ta mère disait de toi, c'est qu'effectivement t'as l'air d'être hyper chill et de t'adapter super bien, parce que dans ce que tu me racontes, quand même en l'espace de très peu de temps, t'as perdu ton frère, tu t'es fait virer des États-Unis en étant confronté directement au racisme. Ouais.
Et quand tu le racontes vraiment comme si c'était bah ouais, là je suis partie à La Rochelle et puis je suis enfin tu vois, c'est fou, je trouve, à quel point les enfants aussi, peut-être en étant enfant, tu perçois pas forcément la violence de ce qui t'arrive et que tu le vis pas si mal que ça, quoi. Ouais, totalement. C'est le fait d'être enfant, ça fait que tu t'en rends pas complètement compte et donc nécessairement tu le prends moins à cœur et tu passes plus vite à autre chose, tu vois. Genre moi à l'époque, tiens, il y a un truc pour me divertir, je m'amuse, hop, tu vois, genre. Parce que si t'es adulte, peut-être que tu l'aurais pas aussi bien vécu. Ah, sans doute. Enfin, tu vois, avec le recul, avec la perception de tout ce que ça peut impliquer. Ouais, totalement. Non, si j'avais été adulte, sans doute que je l'aurais plus mal vécu, que ça aurait été des grands changements de vie et tout. Mais c'est ça aussi être enfant, tu vois. Moi, j'avais pas à me poser la question de comment le loyer était payé, où est-ce qu'on allait vivre. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de problématiques qui ne tenaient pas à moi. Moi, c'était va à l'école et qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois. C'était plus simple. L'innocence de l'enfant. En fait, c'est surtout l'innocence. Mais effectivement, je vais pas mentir, toute cette période qui quand je la raconte paraît compliquée, je vais pas mentir, elle m'a pas perturbé plus que ça en tout cas, je considère pour le reste de mon développement quand j'ai été en primaire et quand j'étais plus jeune. Ça montre que tes parents ont été capables de vraiment vous préserver en tant qu'enfant. Totalement. De tout ça, parce que c'est évident que eux devaient être hyper angoissés par tous ces changements. Bien sûr. Et que vous l'avez absolument pas ressenti, quoi. Bien sûr. Mais tu vois, par exemple, à titre de comparaison, mes grandes sœurs, il y en avait une qui était au bac et une qui était en troisième, et ces événements-là, ça a fait arrêter leur scolarité. Donc, par exemple, moi, ça m'a pas trop impacté, mais elles, ça les a impactées parce qu'elles avaient déjà 15, 18 ans et elles ont vécu la chose pas à la même échelle, quoi. Si tu leur posais la question à elles, ça a eu un impact considérable. Oui, parce qu'elles étaient plus grandes. Il y a un truc que tu as dit dans ton interview, ton auto-interview, c'est que tu as commencé les jeux vidéo quand tu étais environ en 4e. C'est ça. Et que là, gros changement dans ta vie, puisque tu te mets à fond là-dedans. Tu as parlé du fait de t'être un petit peu enfermé dans les jeux vidéo. Par conséquence, prise de poids parce que tu restes dans ta chambre à jouer. Est-ce que ça, c'est... Pourquoi est-ce que d'un seul coup tu te mets dans les jeux vidéo? Est-ce que tu as envie de t'investir à fond dans quelque chose pour te changer les idées? Ou est-ce que c'est de la passion, tu as découvert les jeux vidéo et tu t'es laissé prendre dedans? En fait, je jouais déjà quand j'étais plus jeune, comme je t'ai dit, à la Game Boy, à ces petits trucs, à Pokémon et tout, je kiffais. Mais ça restait un peu succinct, tranquille, tu vois, ça restait de la passion normale. Et c'est vrai que j'avais déjà une console, mais arrivé en 6e, 5e, c'est limite, il y a des moments où je la calculais pas. Parce qu'on vivait dans un endroit où j'ai vécu du coup de mon CE1 à ma 5e. Donc je suis resté, tu vois, une fois qu'on était re-rentré en France après toute cette cohue, on est resté des années au même endroit, rue de la Corderie à Lyon 9e, voilà, je m'en rappellerai. Et ensuite on a déménagé une première fois à Vieux-Lyon et ensuite une deuxième fois à Lyon 3e parce qu'à Vieux-Lyon il y avait des souris. Donc on est resté que 6 mois. Souris, ça va à un moment donné. Hein. Ma mère, elle a vu des petites souris, elle en pouvait plus. On peut tout accepter, mais les souris. On a acheté un chat, elle a vu le chat jouer avec les souris, elle a dit allez, c'est bon, j'abandonne. Il y a rien à tirer de cet appartement. Et donc du coup on retourne, donc on change, on va à Lyon 3e, donc un endroit où on restera jusqu'à l'année dernière. Donc pour te dire, de 2007 à 2021, j'ai vécu quasi 14 ans. Au même endroit. Et donc, pour reprendre ta question, en fait, à l'époque, ce déménagement en 2007, donc j'ai 12 ans, voilà. À 13 ans, tu rentres en 4e. Je rentre en 4e, et là, c'est nouvel environnement, nouveau collège, dans un endroit où des gens se connaissent déjà depuis 2 ans, donc va pour t'intégrer. Et là, effectivement, l'intégration se passe, mais c'est aussi à ce moment-là où, vu qu'elle est plus compliquée, vu que je change d'environnement, que je me mets à jouer aux jeux vidéo plus sérieusement, et surtout à découvrir des jeux. Et à découvrir des jeux, notamment certains qui vont conditionner ce que j'ai fait plus tard, mais notamment Call of Duty, des trucs comme ça. Et ça, je les découvre avec les amis que je m'étais fait à l'époque là-bas. Et on passait des après-midi à jouer chez un de nos potes qui s'appelait Axel, qui avait tout, lui. C'était le genre d'enfant un peu rebelle, mais qui avait tout. Et on passait des après-midi à jouer à Call of Duty, à Rock Band, à Halo. Donc ça, je sors des noms de licences. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé moi aussi à m'y mettre, à découvrir le jeu en ligne et à vivre un peu cette période de la puberté, de l'adolescence, en étant très investi à ce niveau-là. Donc très investi en ligne, mais en vie réelle, comme on dit, in real life, IRL. Est-ce que t'avais une vie sociale quand même? Est-ce que t'arrivais à faire la balance entre les deux?
Non, la vie sociale était plus compliquée à l'époque parce que j'en avais un petit peu, mais je savais pas. J'étais très maladroit. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais la puberté avec tout ce qui incombe de la puberté, tu vois. Donc j'étais des fois complexé, des fois je me sentais bizarre, tu vois. Et t'avais. Non, bizarre comment? C'est-à-dire bizarre? Bah bizarre parce que t'as pas les mêmes centres d'intérêt que tout le monde, tu vois. Toi t'es très geekos et tout, et en général, c'est vrai que les geekos à l'époque, on était pas très bien vus, tu vois. Et donc par rapport aux mecs un peu plus populaires, tu vois, qui à l'époque commençaient déjà à fumer des clopes, à parler de leur première soirée et à choper leur première copine, tu vois. Nous à côté, on était geekos, on s'habillait pas très bien. T'avais quand même des amis, tu vois, pour les mecs populaires, mais ça restait un peu succinct. Je me suis pas fait bully, tu vois, je le dis, j'ai jamais subi ça, j'ai eu de la chance. Mais à côté de ça, tu vois, eux, je me rappelle, mes potes, ils sortaient, et ils le disaient, tu vois, ils sortaient tous les mercredis après-midi, ils passaient l'après-midi à aller en ville, à faire des choses, des machins. Moi, mercredi après-midi, ça geekait sévère. Et c'est vrai que du coup, ça a creusé un fossé, en fait, si tu veux, entre ces personnes-là, tu vois. Et ouais, c'est un des trucs dont je me rappelle quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais si tu t'en rappelles, c'est que est-ce que t'avais envie d'être ces mecs-là ou pas? Oh, de temps en temps, oui, bien sûr. Et après, en grandissant, tu te rends compte qu'en fait, c'était rien, tu vois. Mais oui, bien sûr, à l'époque, on avait envie d'être un peu l'élève un peu plus, je vais pas dire rebelle, mais un peu plus détaché, un peu plus cool, tu vois, qui a une meilleure image. Le mec populaire, quoi. Ouais, un peu plus populaire, qui fait rire un peu tout le monde et tout ça, machin. Bon, quoique dans la vanne, on s'en sortait bien encore. Mais en réalité, en prenant un peu de recul, c'était surtout des gamineries, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'on s'en foutait, tu vois. Genre, à l'époque, franchement, c'était surtout aussi le fait de grandir, de voir des mecs braver leurs premiers interdits, faire des premières, c'est parler de choses différentes et tout. Moi, j'avais 14 ans, je les entendais, ouais, cet après, on allait à Chicha. Moi, je suis là, waouh, vous avez fait ça, les mecs, putain de dinguerie, tu vois. En grandissant, tu te rends compte que... C'est vrai que je me souviens, moi aussi, des mecs dans ma classe qui disaient, ouais, mercredi après-midi, chicha en 6e, 5e. Moi, j'avais l'impression qu'on allait les retrouver à la porte de la prison, tu vois, nous faire coucou, quoi. C'était impressionnant, tu vois, ça impressionnait. Et ça mettait les photos sur Facebook, tu sais, avec la chicha en train de fumer exactement, comme tu ça. vois, c'était beaufland, donc c'était très drôle. Mais qu'est-ce qu'on était beauf à l'époque. Franchement, c'était à crever de rire, je l'ai déjà dit, hein. Mais vraiment, dans nos albums photos, les gens de 25-30 ans, ouais, les gens de 25-30 ans, bizarrement, et ça, j'ai vu un tweet le dire un jour et j'étais bien d'accord, mais on a tous un 3-4 ans de trous dans nos albums photos de 2008 à 2012 à peu près, parce que qu'est-ce qu'on était des sales beaufs. Les débuts de Facebook et tout ça machin, compte 4 ajoute pas, du Doliprane, Bicrave mal à la tête et tout ça, qu'est-ce qu'on faisait pitié, c'était bien drôle. C'est vrai, les statues, là. Tu t'en rappelles ou pas? Ah ouais, et puis à s'inventer une vie, parce que par exemple, moi, je bois pas, je fume pas, mais je tweetais des trucs, enfin, je mettais sur Facebook des trucs en mode lendemain de soirée difficile, RIP, tu vois, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on était cringe. Quelle gênance. Ouais, on était extrêmement cringe, c'était terrible. Mais donc du coup, tu vois, effectivement, quand tu commences à voir ça, c'est impressionnant et ça marque. Moi, je me rappelle, j'avais vu les premiers mecs fumer des clopes, des trucs comme ça m'avait impressionné. J'étais, wow, c'est des fous. Et t'as commencé à fumer à ce moment-là? Non, moi j'ai commencé à fumer plus tard. J'ai commencé à fumer, j'avais 17 ans. Ok. Donc j'étais en... Non, 16, 17 ans, bref, au lycée. Tous les étés, j'allais au Maroc, et pareil, au Maroc, tu vois, on kiffait bien. Et j'avais commencé à fumer, parce qu'au Maroc, tu pouvais acheter tes clopes au détail. Donc j'achetais des clopes 5 par 5, des gauloises. Et c'était alors je vais te dire, c'était 2 dirhams la clope, c'est 10 centimes. Ah, ça n'a effectivement plus rien à voir aujourd'hui. Hein. Ah oui, ça coûtait que dalle, hein, vraiment. Et j'avais commencé à fumer comme un débile sur les toits des bâtiments, en cachette, pour me prendre pour un grand. Et j'ai arrêté à 21 ans. Donc j'ai fumé 4-5 ans, et maintenant j'en ai 27, tu vois. Donc ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais ouais, à l'époque, c'était assez drôle. Donc il y a toute cette période-là où tu te mets à fond dans les jeux vidéo. Ouais. Et tu te mets tellement à fond que tu fais des tournois, ouais. Ça te professionnalise vraiment. Ouais, totalement. Est-ce qu'à l'époque, il y a des gens dont c'est le métier? Ouais, mais alors ils sont très peu nombreux. En France, moins de 10. En gros, sur Call of Duty, en tout cas, moins de 10. Et au global, tout jeu confondu, moins de 20-30, c'est sûr. En gros, moi, ça devient pas vraiment mon métier parce que j'ai pas tapé des salaires suffisants pour qu'on puisse dire que c'était un SMIC. Et comment tu gagnais de l'argent d'ailleurs sur ça? Les tournois, ok, les streams par la suite, donc quand on rediffusait ce qu'on faisait. Moi, j'ai commencé à le faire très tôt, j'ai commencé à le faire en 2013, donc j'avais 18 ans à l'époque. Donc les salaires, les streams, les cash price, les streams, et de temps en temps, tu pouvais être dans une structure qui te donnait un petit salaire. Mais à l'époque, c'était tellement avant-gardiste que... En fait, c'est comme d'hab, c'est comme dans toute profession. En fait, t'as ceux qui sont là trop tôt, et t'as ceux qui arrivent au bon moment. Et en fait, les joueurs pros de jeux vidéo, quel que soit le jeu vidéo, ceux qui ont été pros entre, je te dirais, 2008 et 2015, ils l'ont été au mauvais moment. Ou en tout cas, c'est pas de chance, parce qu'en fait, ils ont aidé à développer la scène à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, les mêmes mecs qui ont les mêmes compétences
ils tapent x6 les chiffres que faisaient les mecs en 2014 sans être nécessairement meilleurs. Juste, ils sont arrivés à un meilleur moment. C'est comme d'habitude, quand une industrie est en train de se créer, il y a ceux qui arrivent trop tôt et qui, du coup, ou très tôt en tout cas, et qui, en gros, pavent la voie pour ceux qui arrivent après, mais eux n'en profitent pas totalement. Et en gros, si tu veux, quand moi j'étais en 2012, 2013, j'ai pu à des moments gagner quelques cash price, j'ai pu à des moments avoir des très petits salaires, j'ai pu gagner des sous grâce à stream, c'était surtout grâce au stream d'ailleurs, mais là ça... t'es mineur à ce moment-là. Oh, ouais. Mais alors cet argent, tu le déclares, tu fais comment? Non. T'as une structure? Non, il y avait pas de structure à l'époque. À l'époque, pour être tout à fait honnête, et c'était même pas dans le délire je fraude les impôts. C'était, on allait à un tournoi à Paris, on finissait 3e ou 2e, l'organisateur nous donnait 100 balles en cash. Et puis c'est tout. Et on avait 100 euros en cash, et à 17 ans, je me demande même si sur ta déclaration d'impôt, non. à 17 ans, est-ce que t'en as une? Et si oui, est-ce que tu déclares 100 euros en cash que t'as gagné dans un tournoi une fois, tu vois? Non, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, s'il y a des tournois, c'est plus du tout la même façon. Parce que déjà, c'est pas 100 euros. Ouais. C'est beaucoup. Tu rajoutes quelques zéros maintenant. Et effectivement, maintenant, oui, si t'es adulte, effectivement, tu dois le faire. Mais je sais parce que, en fait, je m'étais déjà renseigné si t'as un gain unique qui est pas régulier, est-ce que tu dois les déclarer? Et en général, non. Si par exemple tu vas dans un tournoi de poker au hasard et que tu prends 300 balles en one time, tu payes pas d'impôt dessus, tu vois. Il me semble, en tout cas. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je m'étais renseigné, il me semble que non. Mais à l'époque, non, à 17, 18, 19 ans, quand je commençais à gagner un petit peu d'argent, je déclarais pas ça. Par contre, l'argent du stream, ça, je le déclarais. Okay. Parce que j'étais en auto-entrepreneur, et à ce moment-là, je commençais déjà à doucement, dès 2014, je me rappelle, j'avais créé mon auto-entreprise en 2014, donc à 19 ans, mais dès 2014, dès que je prenais mon premier argent, je le déclarais. Parce que c'était comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, à l'époque, je connaissais pas l'ACRE. Donc, les 5 points. L'ACRE, c'est l'aide aux entrepreneurs sur les 2 premières années. Ouais, c'est ça. On paye beaucoup moins d'impôts dessus. Exactement. Donc, là, c'est 23%. Ouais. Et grâce à l'ACRE, c'est 5. Puis, avec le temps qui passe, tu payes 5, puis 9, puis 14, puis à la fin, tu remontes jusqu'à 23 en 2-3 ans. Et donc, du coup, moi, j'ai direct payé 23% de ce que je gagnais. Dommage! Direct en 2014. Donc, effectivement. Mais voilà. Ça se passait plus ou moins comme ça, en fait. Et tes parents réagissent comment quand tu commences à te professionnaliser? Parce que forcément, tu passes le plus clair de ton temps et même le plus sombre de ton temps, ta vie entière, sur ton PC, à jouer, sur tes consoles, sur tes jeux vidéo. Encore ça va parce que si tu veux, une fois passé le collège, j'ai eu le lycée. Au lycée, j'ai commencé à sociabiliser plus. Parce qu'en fait, le lycée, c'est le reset pour beaucoup de gens, si tu veux. Et pareil pour la fac. En fait, c'est assez drôle comment chaque passage représente un reset pour beaucoup de gens. Le ZAC du lycée n'était pas le même que le ZAC des études supérieures, qui n'était pas le même que celui du collège. Et en fait, au lycée, je commence direct à sociabiliser beaucoup plus et à avoir beaucoup plus d'amis et avoir des centres d'intérêt qui posent moins problème. C'est-à-dire que j'étais toujours fan de jeux vidéo, je jouais beaucoup. Mais au lycée, ça c'était moins tagué négativement. C'était moins connoté négativement. J'étais à Lyon, à la Martinière Mon Plaisir, qui en plus possédait des infrastructures qui étaient très cool. Je me rappelle, on avait une salle de billard. À côté, on avait une salle informatique où tu pouvais jouer à plein de jeux entre potes et tout. Ça développait le truc beaucoup mieux. Et quand t'étais un peu un geekos, il y avait pas de mal à ça, personne te faisait chier. Et il y avait moins ce côté, ouais, je fume, regarde, je suis un thug, tu vois. Donc, la Martinière Mon Plaisir, c'était un peu plus côté, donc c'était mieux. Moi, je kiffais bien. J'avais passé un très bon lycée là-bas. Bon, paradoxalement, j'ai redoublé ma seconde à cause en partie, parce que je vais pas faire que ça, mais à cause de la réforme des retraites en 2010. T'as manifesté? Oui. C'est assez drôle, mais t'as 15 ans, t'es un débile, mais il y avait eu la réforme des retraites en 2010. Et c'était, je pense, dans les 20 dernières années, l'une des manifestations, ou parmi les manifestations les plus grosses en France. Ouais. Parce que je me rappelle, c'était des 2-3 millions, des lycées complètement bloqué dans quasiment tout Lyon. Oui. À l'époque, je dis pas que j'avais une conscience politique ou quoi, j'étais un jeune con, hein, je n'en comprenais pas les enjeux, mais on suivait le délire. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais raté un bon mois de cours. Ah ouais, c'est 2010, et les manifestations, elles étaient là en octobre. Tes parents, ils te disent quoi quand tu manifestes, est-ce qu'ils suivent parce que peut-être qu'ils sont d'accord avec cet engagement non. Franchement, Ali, je vais pas te mentir, j'étais un pisseux à l'époque. C'était pas un engagement. Là, t'es moins l'enfant facile du début pour ta mère. Hein. Ouais, c'est clair. Mais j'étais pas difficile pour autant. C'est-à-dire que j'avais pas de problème de comportement, je me bagarrais pas, je posais pas de soucis à la maison, je parlais pas mal à mes parents. Mais à l'époque, si tu veux, pareil. En gros, quand j'ai manifesté à l'époque, c'était pas un engagement politique, sans mentir. C'était juste une vibe à suivre parce que c'est ce qu'il fallait faire.
Et c'est ce qui a été fait, tu vois. Et en fait, j'ai raté un mois de cours. Et après, derrière, effectivement, la seconde est plus difficile. Je la redouble à la fin, même s'il m'avait dit que j'avais la possibilité de passer. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça pose plus problème pour les parents parce que j'avais ce rapport avec les jeux vidéo qui était plus compliqué parce qu'ils me voyaient passer beaucoup d'heures dessus et ils voyaient mes notes descendre. Et en fait, si tu veux, c'est trop drôle, c'est l'histoire de ma scolarité, c'est que j'ai commencé la sixième à 15-16 de moyenne parce que j'étais quelqu'un qui avait des facilités énormes. Arrivé en seconde, on était déjà plus qu'à 10-11. Hein. Ça avait doucement fondu jusqu'à la moyenne. Et ensuite, cette moyenne, c'est ce que j'ai maintenu jusqu'à bac+5. D'accord. Ouais, après, tu t'es régulé, quoi. Après, je me suis régulé. Mais en même temps, attends, t'as été jusqu'à bac+5 ? Ouais. Et en parallèle de ça, t'as commencé à bosser avec, t'as été dans une gaming house, hein ? Ouais, tout à fait. T'as travaillé avec des web TV. Ouais. En parallèle de tes études. Ouais. C'était le deal imposé par tes parents? Ouais, c'était tant que je continue mes études. Ouais, en fait, si tu veux, on avait ce rapport tortueux, surtout avec mon redoublement seconde, tu vois, j'avais 15 ans à l'époque, donc c'était joue pas, passe trop de temps, passe pas trop de temps, machin, nana. Et puis arrivé en première, à peu près, je leur ai dit ok, j'ai redoublé une fois, mais j'ai pris conscience de ça. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Et tant que je redouble pas une nouvelle fois, vous me laissez faire. C'est un deal. Et ils ont réagi comment quand t'as dit ça? Ils ont dit ok. Bien. Ils ont dit t'as redoublé une fois, mais tu penses que tu peux mieux faire. Vas-y, on te laisse faire. Donc si on te voit sortir, si on te voit pas travailler, si on te voit jouer, etc., on dit rien. Tant que les notes suivent, mais quand les notes suivent, ils demandent pas 16, ils demandent juste à ce que je passe. C'est la seule chose qu'ils demandaient. Et j'ai plus jamais redoublé. Donc c'est à ce moment-là que tu commences à aller sur d'autres chaînes. Enfin, en fait, c'est pas tes réseaux au début que tu montes. Tu fais partie de Web TV. Ouais, c'est ça. J'ai fait partie de Web TV, donc à l'époque Millennium. Donc Millennium, c'était une structure e-sport. Et je streamais chez eux. Et après, ensuite, à partir de 2015, mes réseaux à moi. 2014, 2015, j'ai commencé à streamer, à produire du contenu sur mes réseaux. Et ma chaîne YouTube est lancée début 2015. Et c'est à ce moment-là que je commence à produire pour moi-même, tout en faisant partie après, par la suite, à nouveau de certaines web TV à des moments. Donc Eclipsia et le stream pour notamment mon format Zaccord au libre. Parce que j'avais besoin d'une manière de produire qui ne m'était pas disponible à titre perso. En termes financiers? Bah oui. Ouais. En 2015-16, avoir des studios, avoir des machins, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a un format qui te propulse, qui vraiment fait monter ta popularité, que ce soit en nombre d'abonnés, en termes de vues sur tes streams? Non, pas spécialement. En fait, si tu veux, à l'époque, la chose qui m'avait beaucoup aidé, c'était que j'étais sur un jeu populaire, qui était Call of Duty, et je faisais des vidéos avec le numéro 1 en la matière, à savoir Gotaga à l'époque. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé, parce que on faisait des vidéos qui étaient très divertissantes, et puis après, j'en faisais moi aussi de mon côté. Donc, en fait, et lui était pas toujours le plus actif non plus à l'époque, parce qu'il était toujours joueur pro. Et lui était joueur pro à un niveau beaucoup plus que moi. Moi, j'avais déjà lâché tout ça. Moi, c'est en 2015, j'ai arrêté ma carrière, tu vois. Et donc, quand tu parles de joueur pro, c'est t'as arrêté les tournois? J'ai tout arrêté, ouais. Tu faisais plus que, entre gros guillemets, du stream, quoi. Ouais, divertissement. À ce moment-là, divertissement. Donc, c'était des vidéos où je jouais en racontant ma vie, en faisant des vannes, en étant un peu un amuseur, quoi, tu vois. Quelqu'un qui essayait de divertir. Et à l'époque, je sortais mes vidéos, les gens aimaient bien. Et ça prenait au fur et à mesure que je m'implantais sur un jeu qui était populaire et où les gens étaient demandeurs, qui était encore populaire à l'époque, hein, il est beaucoup moins maintenant. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire des vidéos avec Gotha, que j'avais du coup rencontré quand j'étais encore joueur. Et on s'entendait très bien. Et en fait, Gotha, à l'époque, il avait aidé beaucoup de gens, mais peu de gens avaient réussi à saisir pleinement la perche, c'est ce que j'avais dit dans Trick Dogby, ouais. Mais à saisir vraiment la perche que lui, il leur avait tendue. C'est-à-dire que eux gagnaient des abonnés, par exemple sur Twitter, sur Insta, des trucs comme ça, mais derrière, ils faisaient pas spécialement de contenu, ils faisaient pas spécialement de vidéos, ils faisaient pas spécialement de stream, donc ils faisaient pas fructifier ça. Moi, j'ai fait 2-3 vidéos avec lui, mais derrière, j'ai charbonné, j'ai continué à faire beaucoup de vidéos, j'ai continué à faire beaucoup de streams et tout, et c'est ce qui m'a aidé à me développer à l'époque, et c'est comme ça que j'ai réussi à commencer, en fait. Et t'as eu un retour de Gotaga sur ça, en disant que toi, tu le faisais, et qu'il le valorisait, ça? Bah à l'époque, si je dis pas de bêtises, sans qu'il me le dise forcément directement, je sais que ça lui avait fait plaisir. Que parmi toutes les personnes qui avaient pu aider et tout, je sais que c'était quelque chose qu'il aimait bien. De voir que quelqu'un avait saisi un peu l'opportunité qu'il donnait de manière indirecte et en avait fait quelque chose de concret. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient leurs 100 000 abonnés Twitter, qui en étaient bien contents et qui... À l'époque, mais c'est fou le nombre d'abonnés Twitter qu'on pouvait prendre... À l'époque, tu rejoignais l'équipe de Gotaga, tout ça machin, tu rejoignais ses streams et tout.
C'était l'ascenseur vers une popularité directe. Et mais après moi j'ai jamais fait d'équipe avec lui, tu vois. J'ai collaboré avec lui pour des vidéos, c'était pas la même chose. Mais en ayant collaboré avec lui, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à être vidéaste. Et t'as su surtout te développer aussi et pas miser que sur le jeu vidéo. Ouais. Je pense que c'est ce qui a fait ta force et ta longévité. Ouais, ça a aidé. Parce qu'ensuite, il y a eu toutes les émissions, comme Radio Sex par exemple, qui a dû aussi... D'ailleurs, je dis une bêtise parce qu'en fait, c'est pas dans Zach en roue libre que je t'ai découvert, c'est dans Radio Sex. Ouais, en 2019. Ça, c'était une sacrée époque, Radio Sex, quand même. Ouais, c'était une grosse époque. C'était déjà en 2019, donc ça faisait déjà 4-5 ans que je produisais du contenu. Mais je produisais beaucoup et surtout du jeu vidéo. Même si de temps en temps, il y avait aussi de l'annexe. Mais c'est vrai que j'avais pas encore trouvé bien mon format là où j'étais. Donc je faisais beaucoup de jeux vidéo, de temps en temps un peu des vlogs, de temps en temps un peu des story time où je racontais des choses. Mais c'est vrai que je faisais pas le même contenu que maintenant. Et j'étais encore très jeu vidéo. Et donc du coup, quand arrive l'émission... je la rejoins en fin 2018 quand elle commence à se lancer. Et ouais, ça a été une aventure de quelques mois. Après, tu vois, ça a été une aventure de quelques mois qui sans doute m'a aidé, tu vois, à me faire plus connaître et tout. Mais à mon sens, dans tout ce que j'ai fait, elle représente pas spécialement plus d'importance que ça. Ah, je pensais que ça avait été quand même un gros tournant, tu vois, dans ta popularité sur les réseaux. Ouais, d'une manière, je vais pas nier que non, parce que c'est la première fois que je faisais part à des émissions qui faisaient régulièrement du 15-20 000 viewers, tu vois, ce qui était fat à l'époque. Donc si, ça a aidé toute la France à parler, enfin toute la France façon de parler, mais une grosse partie de la France à l'époque, notamment médiatique, avait parlé de notre émission. Mais sur Twitter, c'était en top tweet à chaque émission. C'était en top tweet à chaque émission, je suis d'accord. Mais j'en garde pas un souvenir de dingue, parce que c'était surtout aussi une période compliquée pour moi à l'époque. C'était une période où j'avais fait des troubles anxieux, des choses comme ça, où je vivais tout seul à Paris, j'étais dans un petit appart, 20 mètres carrés, et je le vivais pas hyper bien, et j'avais un rythme de vie qui était pas hyper sain, j'aimais pas cette période, et j'en garde pas des super souvenirs, tu vois. Et je suis aussi issu d'une famille musulmane, tu vois, et en fait, j'ai pas eu, quand j'étais plus jeune, l'éducation religieuse, je te dirais, la plus rigoureuse, et donc du coup, j'ai eu une enfance qui est... une adolescence qui est ce qu'elle est, et nécessairement du coup après quand arrive Radio Sex, c'était un petit peu à contradiction de valeurs que je porte plus maintenant en fait. C'est-à-dire aussi parler de sexe de façon publique. Voilà. C'est vrai que c'est des choses que je referais pas, tu vois. Genre je l'ai fait, voilà, c'est public, les gens le savent, c'est connu, et je ne le nie pas, oui. Mais je ne le referai pas. Est-ce qu'à l'époque tu l'avais cette notion-là en tête? Non. À l'époque, je m'en foutais. Sans mentir, à l'époque, c'était la roue libre. J'étais plus jeune. C'était Zach en roue libre. Ouais, c'était Zach en roue libre, si t'as envie. J'étais plus jeune, j'étais moins cadré, je me rendais compte de moins de choses et tout. Sans doute qu'il y a un peu de regret aussi, tu vois. Mais maintenant, ce qui est fait, tu vois. Donc, je vais pas ressasser. Je corrige la mire selon mes valeurs, tu vois. Mais c'est vrai que religieusement, j'ai fait un petit peu plus attention et je me suis un peu plus cadré par rapport à comment j'étais quand j'avais 23-24 ans. Comment tu fais la balance vie perso, vie pro? Pour justement avoir ces moments où quand je dis vie perso, c'est que ce soit avec ta femme ou avec tes amis, ta famille, versus la vie pro qui est très prenante dans nos métiers. Évidemment, tu vois, ça s'arrête jamais. La création de contenu, t'es toujours un peu en course, tu peux pas tellement prendre d'avance, surtout toi qui stream énormément. Est-ce que tu t'imposes un cadre? Oui, j'ai un jour off minimum par semaine. Un jour off par semaine, et après, c'est aussi à moi de prendre le temps par moment pour qu'on fasse des choses, des activités, des trucs. Et c'est très important. Donc du coup... moi-même, je suis quand même quelqu'un qui aime bien sortir, j'aime bien faire des activités, j'aime bien voyager, et je prends toujours le temps de pouvoir faire ça. Et tant que je prends le temps pour pouvoir faire ça, au global, ça va. Après, j'ai des périodes qui sont plus ou moins chargées. Là, par exemple, je suis dans une période très Là, c'est très chargée. Là, oui. Mais je sais qu'après une période très chargée, arrivent des périodes plus calmes, donc on prend sur nous, on fait les choses, et le plus important, c'est de pas avoir la tête dans le guidon. J'ai beaucoup d'expérience maintenant, ça fait 7 ans, tu vois, que je fais ça. Et au bout de 7 ans, je sais comment gérer les temps forts, les temps faibles, et je sais à des moments, je suis moins la tête dans le guidon quand ça faisait que 3-4 ans, et où tu pouvais te poser toujours des questions. Est-ce que ça va s'arrêter du jour au lendemain? Est-ce que je dois être régulier, pas régulier? Est-ce que c'est grave si je stream pas ce soir? Non, maintenant,
Je le fais beaucoup plus par plaisir et moins par contrainte et paradoxalement, ça fait de moi quelqu'un de plus régulier, tu vois. Mais je suis régulier, mais j'arrive à prendre le temps. Est-ce que tu peux me faire un petit récap de tout ce que tu publies par semaine? Où est-ce que tu es présent? Combien d'émissions, etc. Alors, j'ai 2 émissions, Zach en roue libre et Loop. Une fois toutes les 3 semaines à peu près, j'apparais sur Popcorn. J'ai Hors-jeu les lundis qui est une émission de foot. Je stream entre 5 et 7 fois par semaine. Donc, c'est-à-dire à peu près 25 heures. Et j'ai 2 à 3 vidéos YouTube qui sortent. Finalement, y a-t-il assez de jours pour tous ces contenus, hein? Mais après, j'ai dû revoir toute mon organisation du travail pour pouvoir faire ça. Donc, c'est-à-dire que mes vidéos, je les tourne sur un jour où je stream pas, et après, je le donne à mon monteur et ça sort au fur et à mesure de la semaine. J'ai une équipe qui m'entoure, notamment pour l'édito d'une partie de mes émissions. Pas Zach en roue libre, mais l'autre. Zach en roue libre, c'est toujours moi qui le fais à 100%. Quand tu dis l'édito, c'est un peu l'écriture? C'est l'écriture, okay. C'est l'idée de ce qui est fait dans l'émission, c'est les actus, c'est ci, c'est ça. Vu que c'est une émission, on parle essentiellement d'actu, où il y a des fois des petits happenings et tout. C'est eux qui font le tout. Moi, je le valide, mais c'est eux qui font tout. Donc, je me suis entouré, j'ai une équipe maintenant. J'ai des personnes qui m'aident pour les vidéos. Donc, que ce soit des fois pour les concepts ou alors même pour l'intérieur des vidéos, notamment si c'est du storytelling. J'ai des personnes qui vont réussir à me trouver des histoires, à m'en faire un script que je m'approprie par la suite. De temps en temps, elles vont également porter des idées que je vais leur donner. Donc, je vais leur dire peut-être essaye de, tiens, j'aime bien ça et il y a quelque chose à faire, essaye de le creuser. Ils vont le creuser, ils reviennent vers moi. C'est pas toujours évident. On essaye de faire au mieux, mais c'est une organisation qui m'a permis de maximiser tout ce que je fais. Chose que je n'arrivais pas à faire quand j'étais tout seul. Ouais, c'est sûr que s'entourer, ça aide beaucoup. Hein. Et il y avait Radio Street aussi à un moment. Ouais. Ça va revenir, ça? Parce que la dernière, c'était quand? Fin d'année? Ouais, c'était fin juin. Non, je pense pas. Peut-être à l'avenir, je sais pas. Mais c'est cool. C'était une autre petite radio libre qu'on a lancée, moins centrée sur les sujets de 2019. Ouais, ça, c'était beaucoup plus général. Et j'aimais bien, franchement, c'était cool. Mais après 90 épisodes et des brouettes, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur la fin, mais moi, je pense pas que ça reviendra. Mais c'était cool. Je sais qu'il y avait des auditeurs qui aimaient bien. Ça parlait un petit peu de tout, de rien, et c'était une bonne période. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai dû faire des choix et que là, je serais pas capable d'assumer en plus Radio Street, plus Hors-jeu, plus Zach en roue libre, plus des temps en temps Popcorn, plus Lou, plus ci, plus ça. Oh, je suis émission man à la fin, tu vois, c'est compliqué. Là, c'est TPMP tous les soirs, c'est plus possible. Tu vois, c'est dur, c'est dur. Comment tu juges de la compatibilité d'un format pour Twitch versus YouTube? Comment tu fais ça? C'est-à-dire si un format est plus adapté à Twitch ou à YouTube? En fait, si tu veux, ça dépend. En gros, pour moi, tu vois, il y a certains formats qui se prêtent bien aux deux, comme les interviews, tu vois. Donc c'est pour ça que Zach en roue libre, par exemple, a un très bon succès en live, mais aussi un très bon succès sur YouTube. Oui, parce que pour expliquer, c'est que tu diffuses Zach en roue libre en live et ensuite tu le balances sur YouTube. Exactement. Time codé et après sur les plateformes de podcast également, tu vois. Et donc, du coup, il y a des formats qui se prêtent bien aux deux. Mais au global, en fait, si tu veux, il y a peu de formats qui se prêtent pas aux deux. Parce qu'en réalité, même Popcorn, après, ils en redécoupent des extraits, ils ressortent, c'est très populaire sur YouTube aussi. Loop réussit à bien fonctionner sur YouTube aussi. En général, ça va, tu vois, genre, en fait, maintenant, les émissions sont tellement segmentées que ça devient limite des vidéos YouTube à part entière. Si tu regardes, par exemple. Format short, tu peux le décliner à un milliard de trucs. Par exemple, si tu prends Popcorn, chaque séquence devient une vidéo limite à part entière. Quand par exemple, PA fait les actus de PA, les actus de PA, ça correspond comme à une sorte de vidéo storytelling que tu peux regarder en appart où t'apprends 3 actus en 15 minutes, tu vois, avec quelques réactions plateau. Donc en réalité, la seule différence marquante que je te dirais entre les deux, et c'est un truc que même moi je vis, c'est que à l'heure actuelle, dans la tête des gens, Twitch, c'est très très live. Et donc du coup, c'est difficile d'y diffuser quelque chose. Parce que les gens, dans leur tête, ils sont encore dans la mentale, si la chose n'est pas live, mais que c'est du différé, que ça a été fait en amont, ils pensent encore que et c'est ce qu'ils disent, et ça c'est un gros tic de langage dans le public, ils pensent que c'est de la rediff. D'accord, donc ça veut dire que sur Twitch, tu peux pas... tu fais une émission par exemple à 14h, si t'as envie de la diffuser à 19h, t'auras moins de viewers? Tu peux, mais dans la tête des gens, ça va sonner bizarre. Donc par exemple, Zach en roue libre, des fois, je le fais. Par exemple, un quart de mes émissions à peu près est préenregistré, diffusé de la même manière. De toute façon, on n'interagit pas spécialement avec le chat. Mais ouais, si tu diffuses un truc, même un film que t'as fait et que tu le diffuses en avant-première sur Twitch, ça a jamais été diffusé, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'est une rediff ». Mais non, le principe de rediff, c'est de rediffuser un truc qui a déjà été diffusé. Là, c'est une première diffusion. Les gens, tu leur dis, mais c'est comme si tu disais que Koh-Lanta, c'est une rediff. Bah non, Koh-Lanta, c'est pas une rediff. C'est une diffusion.
Et donc du coup, c'est vrai que sur Twitch, on n'est pas encore dans les mœurs, notamment pas à cause, mais dû à la grosse interactivité avec le chat. Oui. On n'est pas encore dans un bail où les gens sont habitués à se faire diffuser un truc qui a été fait en amont. Parce que si tu fais ça, ils vont se dire, au final, ça sert à quoi que je reste pour le live si je peux le regarder plus tard sur YouTube, tranquille, en froid, en fait. Et donc moi, je le fais petit à petit avec Zach en roue libre, et donc du coup ça gêne moins les gens, ils sont maintenant habitués. Mais c'est un travail parce que quand je suis en live, je regarde le chat, mais je rebondis pas spécialement dessus. Et quand je suis en différé, je regarde le chat, et des fois pendant 1h30, les mecs débattent. Oh, c'est dommage que ce soit pas en live. Mais c'est exactement la même chose. Parce que de toute façon, même quand on est en live, on n'interagit pas spécialement avec vous. Donc c'est le même contenu fait de la même manière. Mais dans la tête des gens, ça a une importance. Je reproche pas ça au public. Je peux comprendre que quelqu'un se dise, bon, bah, si c'est pas live, j'ai peut-être pas envie d'y dédier du temps dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore la piste d'amélioration. C'est-à-dire que les gens sur Twitch vont devoir s'habituer petit à petit pour qu'il y ait des trucs, des fois aussi encore plus intéressants, à ce qui est des premières diffusions sur la plateforme et pas forcément que du live à 100%. Ou alors des hybrides, tu vois. Des émissions qui comportent du live et des séquences à froid, tu vois. Parce que, en fait, l'avantage des séquences à froid, c'est que ça casse la contrainte du live. Parce que la contrainte du live fait qu'il y a des choses que tu peux pas te permettre, en fait. Notamment des choses qui, des fois, peuvent demander du montage, des choses qui peuvent demander du sous-titrage, et des séquences qui peuvent aller plus loin, tu vois. Quel est un micro-trottoir, quelle est une réac. Okay. Voilà, c'est ça. En fait, il va falloir marier les deux du mieux que tu peux entre, comme je t'ai dit, du live et du plus à froid. L'hybride, c'est pas mal, hein, je trouve. Hein. L'hybride, c'est pas mal. Mais techniquement, si on a envie de discuter sérieusement, le JT de TF1, c'est de l'hybride. Bah, t'as un présentateur qui te présente les news en live, puis t'as des séquences tournées en amont qui permettent d'illustrer et qui permettent de faire découvrir le truc, tu vois. Mais t'imagines si les séquences du JT de TF1, ils devaient les faire en live? Surtout les micro-trottoirs. Moi, je suis traumatisée du micro-trottoir où vraiment, non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Tu vois. Ou alors on va parler à un agriculteur de l'Aveyron. Est-ce que c'est pas parce que il y a quand même ce petit truc où tu dis qu'en live, il peut se passer une dinguerie? Si. Il y a ce truc, tu vois. C'est sûr. Surtout dans tes interviews. Les gens se disent peut-être que si c'est du différé, à tout moment, il y a eu un truc que t'as coupé. Non, parce que moi, quand je fais du différé, il y a jamais de montage. D'accord. Ça, c'est un truc qui est jamais. C'est tourné dans la même dans la même condition que le live, tu vois. Genre, il y a jamais. Et puis surtout, c'est ce que je dis aux gens. Je dis quand je fais du différé, c'est par contrainte. C'est-à-dire que il y a certains invités qui sont super intéressants et qui me disent, je peux pas être là mardi à 18h, mais par contre, mardi à 11h, je suis là. Donc, dans ma tête, je me dis, mais mieux vaut faire l'émission, en fait. Oui. Mieux vaut la faire en différé que de pas la faire du tout. Parce que sinon, on la fait pas et on passe à côté d'un truc, tu vois. Donc non, moi, il y a pas de montage. Mais après, ce facteur live et dinguerie, c'est sûr qu'il rentre en ligne de compte. Il y a qu'une fois où dans un Zach en roue libre où j'ai fait du montage et c'était à la demande de quelqu'un que je connais bien, mais c'était pas pour effacer. En fait, c'était pour enlever quelque chose, mais qui n'apportait pas de plus-value au live et qui lui pouvait le mettre en porte-à-faux. Et donc du coup, là, pour le coup, j'ai accepté. Ça a été une seule fois et c'était quelqu'un que je connais bien, et si j'ai pu lui faire ce service, j'ai dit ok, vas-y. Mais sinon non, il y a. C'est une prérogative. T'as quand même envie que ça respecte le truc du live et pour tes abonnés, quoi. Ouais. Et puis même Zach en roue libre, c'est d'abord, surtout, un moment entre moi et l'invité avant le spectateur, tu vois. Donc du coup, je prendrais toujours le parti de mon invité avant celui du spectateur, tu vois. Le spectateur, je le respecte, c'est très important, parce que c'est grâce à lui que l'émission vit, c'est grâce aux audiences et tout, machin. Mais avant tout, j'ai envie de vivre un truc et un moment avec l'invité avec qui je passe 1h30 en face à face. Et c'est dans cette optique que je fais mon émission, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a certains sujets ou certains trucs que je m'en fous d'aborder, parce que c'est pas là où j'ai envie d'aller, en fait. Tu vois, j'ai envie que la personne avec moi se sente à l'aise, se confie, discute, parle. Et avant d'aller chercher le buzz et la petite phrase qui peut foutre mal à l'aise ou qui peut, tu vois. Et donc du coup, certaines personnes vont dire que c'est complaisant. Moi, je dis que c'est mon parti pris. Après, ça veut pas dire que j'esquive tout, tu vois. Non. Genre, il y a certains sujets de temps en temps avec des invités que je vais aborder, même si c'est dérangeant. Et je l'ai déjà fait des tonnes de fois. Mais ça va pas être dans le but de la recherche du buzz ou de la recherche de la chose, tu vois. Par exemple, quand j'ai eu Karim Benzema, il y a des mecs qui sont venus me dire tu vas être complaisant ou tu vas lui parler de ses affaires, de ses trucs. J'ai dit, ça, vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez du gossip, vous voulez du sang, vous voulez des headlines, tu vois. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai de la chance d'avoir Karim Benzema, j'ai d'abord voulu lui parler football. Si pour vous, c'est ça être complaisant, bah alors je le suis. Mais moi, c'est un parti pris que j'assume à 100%, parce que j'avais envie d'avoir un gars à l'aise. C'est un gars qui vient, qui donne du temps, qui te fait confiance,
qui a envie d'un truc cool. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vivre en retour, un moment cool. Pas un moment où on passe 15 minutes à se chiffonner et à avoir un peu d'un mec mal à l'aise ou des trucs comme ça. C'est pas ce que je recherche. Après, encore une fois, la balance est difficile parce que tu dois faire en sorte de mettre à l'aise la personne tout en n'esquivant pas non plus l'éléphant dans la pièce, tu vois. S'il y a un énorme truc, tu peux pas passer à côté. Tu peux pas complètement passer à côté et faire genre, oh là là, ça n'est pas là, ça n'existe pas, tu vois. Donc c'est une frontière qui est toujours compliquée, mais quand tu es dans le format, et toi tu dois le connaître, d'interview longue, quand tu veux faire parler quelqu'un, tu peux pas lui rentrer dedans constamment. Faut l'amener correctement. Et puis, il y a certaines choses, si ça n'apporte pas une vraie plus-value ou si ça ne cadre pas dans là où tu as envie de mener l'interview, bah, des fois, tu fais l'impasse et tu dis, de toute façon, ça, je m'en fous un peu. Et tu sais, l'exemple que je prends souvent, parce que je suis assez confrontée à ça aussi, c'est de dire, en télé, t'as des gens comme Michel Drucker, où tu sais, quand tu vas chez Drucker, ça va être sympa, ça va être un moment chocolat et tout. Quand tu vas chez un Ardisson, tu sais que t'y vas et que tu vas te faire matraquer. Mais t'y vas parce que c'est aussi un exercice, que ça va être, voilà. Et il y a différentes façons d'interviewer. Et effectivement, si toi et moi, on est plus dans quelque chose de conciliant, à côté, il y a des gens qui vont aller sur les sujets hyper sensibles, et on peut, je pense, faire les deux et faire des émissions de qualité, quoi. Bien entendu. Et puis même, encore une fois, tu vois, comme j'ai dit, en fait, ça dépend. C'est émission par émission, invité par invité. Il y a des invités où, comme j'ai dit, le but, c'est pas d'esquiver les fans dans la pièce, parce que de temps en temps, les fans dans la pièce, on l'aborde, on en discute et il y a pas de souci. Et puis après, des fois, si ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée, si c'est juste ajouter du buzz pour ajouter du buzz, ou si ça va nuire à la qualité de l'émission. Donc, par exemple, quand j'ai un Karim Benzema, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller lui parler de sa carrière, de certaines réalisations qu'il a pu faire en profondeur, surtout après le Ballon d'Or, et d'axer ça sportif, plutôt que de venir et de lui dire, ah, tu te rappelles quand t'étais plus sélectionné en EDF? Ah, et alors, du coup, c'est comment avec Mathieu Valbuena? Tu vois, des trucs comme ça. Ou, inlassablement, ça va ressortir des choses. Oui, il va redire les mêmes phrases qu'il a dit 50 000 fois. Ça ne m'intéressait pas. Bon, Benzema, est-ce que la prochaine étape, c'est, alors, je te le dis parce que on me l'a soufflé dans mon oreille d'intervieweur, est-ce que c'est Zidane? Parce que dans la pièce, je t'avoue que dans la pièce, il y a quelqu'un qui m'a suggéré une question en me mettant, peut-on rêver de voir Zidane? Ah bah moi, j'adorerais. T'aimerais bien? Ouais, mais c'est pas encore dans les papiers, mais j'adorerais. Ce serait un honneur de fou en tant que fan de football. Mais après, j'ai aussi envie de pas avoir que du football, d'élargir ça. Mais après, il y a un truc que les gens, dont ils ne se rendent pas nécessairement compte, c'est que c'est compliqué d'avoir les contacts. Ah, ça. À des moments, des gens, ils pensent que quand j'ai pas quelqu'un, c'est ma pure volonté. Mais pas du tout. Tu sais qu'on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit, pourquoi tu reçois pas McFly et Carlito? Bah, c'est pas que je veux pas, quoi, mais... C'est que je les connais pas, j'ai pas accès, j'ai pas le contact. Après, c'est foncièrement, on fouine, peut-être que, tu vois, mais... Par exemple, il y en a, ils m'ont dit, ouais, tu devrais voir autre chose que des footballeurs, genre Charles Leclerc. Oui, bah, Charles Leclerc, j'adorerais, hein. Je passe par où? C'est quoi? Charles, si tu nous écoutes. Tu vois, j'envoie un mail, tu vois, j'ai essayé, mais c'est pas toujours facile. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de lettres mortes aussi, hein. C'est difficile de constamment avoir, le bon contact. Mais après, c'est vrai que quand t'as Karim Benzema, ça... Ouais, oui, ça reste un beau poisson quand même pour commencer, quoi. Bon, les projets pour l'année à venir, alors? Alors, les projets pour l'année à venir, pour l'instant, c'est se maintenir dans ce que je fais. C'est à se maintenir dans ce que je fais parce qu'il y a encore quelques mois, j'étais pas totalement sûr de vouloir continuer à faire ce que je fais. Donc, faire ce que tu fais, c'est-à-dire d'être sur les réseaux? Ouais, je voulais peut-être arrêter. Et maintenant, finalement, je suis reparti pour une nouvelle saison. Donc, à minima, je suis là jusqu'en juin. Mais pour l'instant, à minima, maintenir la cadence, ce serait pas mal. Et j'avais eu un petit projet de jeu à lancer en live, tu vois, une sorte de quiz un petit peu multisport. D'abord foot, puis ensuite multisport. Mais pour l'instant, c'est ça. Se maintenir au niveau auquel je suis, faire des vidéos que j'aime, faire des émissions que j'aime, bien déménager à Paris parce que je dois déménager. Oh. Et voilà. Mais tu déménages quand, là? Dans quelques semaines. Normalement, j'ai eu mon appart, donc ça devrait le faire. Parce que jusqu'à présent, tu voulais pas quitter Lyon. Ouais, c'est ça. Et alors, pourquoi là, tu déménages? Parce qu'en fait, au bout de 3 ans à venir chaque semaine, c'était fastidieux. Et quand tu multiplies les émissions, au bout d'un moment, par exemple, quand je fais une émission à Lyon, les mecs, je dois les prévenir 2 semaines à l'avance. Quand je fais une émission à Paris, je peux dégainer 4 jours à l'avance, 3 SMS, et j'ai 3 oui dans la foulée parce que les mecs ont 20 minutes à faire pour venir, tu vois. Et que je le veuille ou non, c'est facile. Enfin, c'est plus facile. Et en fait, genre, quand je suis à Lyon, je n'ai pas vraiment de valeur ajoutée à produire des choses à Lyon. Ça ne tient qu'à ma pure volonté et ça me coûte plus cher. Alors qu'en étant à Paris, c'est moins chiant, ça me coûte moins cher. Et ça me facilite la vie parce qu'au lieu de devoir monter chaque semaine, je suis là tout le temps.
Et j'ai plus qu'à redescendre à Lyon de temps en temps quand j'ai envie. Et quand je redescends à Lyon, c'est pour faire des choses cool. Genre voir ma famille, voir mes potes, aller voir un match de foot ou whatever, tu vois. Est-ce que tu restes quand même un Lyonnais dans le cœur? Mais toujours. J'élèverai mes enfants dans cette ville, j'espère. Donc OL PSG, on restera sur un OL alors. Ah non, mais toujours. Non, mais ça le débat n'existerait pas, tu vois. Enfin, n'existe même pas. Genre, je suis lyonnais, je suis né, j'ai vécu là-bas quasi toute ma vie. J'ai pu vivre ailleurs par moment, tu vois, aux États-Unis, j'ai vécu à Hambourg en Allemagne, j'ai vécu en Estonie, des trucs comme ça, mais je suis toujours revenu à Lyon et je reviendrai toujours à Lyon. Genre là, je reviens à Paris, mais ça peut être pour 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, mais je sais que tu ce te sera gardes pas... un pied-à-terre à Lyon? Ou pas? Non. Non. Il y a mes parents qui ont un appart. Enfin, ma mère a un appartement. J'ai de la famille. J'ai ma sœur qui habite là-bas. J'ai des trucs. Donc, je sais qu'en revenant à Lyon, j'aurai toujours un lit somewhere. Et t'as dit il y a quelques minutes, j'ai hésité à arrêter. Mais t'aurais fait quoi? Je sais pas. Ah, t'avais pas de plan de... Si, en réalité, j'avais un plan. C'est-à-dire que je me voyais quand même travailler à la direction des contenus pour peut-être des entreprises ou pour des structures e-sport ou pour des trucs comme ça. Je serais pas passé du tout au tout. J'aurais pas été pizzaiolo, tu vois, ou un truc comme ça. Sans manque de respect vers pizzaiolo, bien entendu. Bah, peut-être joueur de foot, hein, maintenant. Peut-être une carrière s'ouvre à toi. Ah, bof, Alix, hein. Bof, hein, je suis pas trop... T'as clair. Mais en réalité, ouais, parce que j'en avais parlé avec I Kill You. En gros, après 7 ans à faire du contenu, et après avoir connu que ça, et après avoir commencé à faire du contenu à 18 ans, et n'avoir jamais eu de travail plus conventionnel, on va dire, bah c'est vrai que je sais pas si je me vois encore faire 2, 3, 4, 5 ans de création de contenu au rythme et à la manière de faire. J'ai peut-être envie d'expérimenter autre chose, faire autre chose, voir autre chose. Et ça passe peut-être par là, tu vois. Et en fait, il y avait même quelque chose de gratifiant si j'avais arrêté l'été dernier, c'est que j'aurais arrêté après ma plus grosse année. Pas après que j'ai arrêté de fonctionner, tu vois. Après, peut-être que ça aurait été un arrêt temporaire, tu vois, peut-être de 1 an ou 2, tu vois. Mais en fait, maintenant, je vois plus le fait d'arrêter comme une chose négative. En mode, ouais, si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire après? Ouais, c'est la catastrophe, machin. Genre, si je dois arrêter, si mes vidéos marchent moins, si mes contenus marchent moins, si je dois un jour faire autre chose, mais je l'ai pris à bras le corps. Je l'accepte et je n'ai aucun souci à ça. Et peut-être même que ça viendra de moi-même avant même que je sois contraint de le faire par une simple prérogative de réussite ou d'audience. Donc, ouais, ça viendra peut-être. C'est très sain, je trouve, comme réflexion. C'est un jugement personnel, mais je trouve que c'est très sain. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était passionnant de parler avec toi. J'ai adoré et merci de ta transparence, d'avoir autant parlé. C'était un bonheur vraiment de faire ça. Il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Voilà, soit quelqu'un que tu connais, un de tes potes, que tu aimerais voir un peu se confier. N'hésite pas, la caméra est à toi. C'est intéressant ça. Et toi, tu serais orienté sur quel type Eh ben moi, j'essaye d'aller chercher un peu là en ce moment tes potes sur Twitch. Ouais. Ils sont très difficiles à avoir parce que pour beaucoup, ce sont des hommes. Les filles, on arrive à avoir un peu des contacts. Les hommes, souvent, je n'ai même pas de oui/non parce que je pense que c'est difficile pour eux de se confier en interview ou alors ils vont sur des formats qu'ils connaissent déjà. Tu vois, des pop-corn ou chez toi parce que vous êtes entre vous, vous vous connaissez. Mais quelqu'un qui s'y prêterait bien, je pense, Domingo. J'aimerais beaucoup. Voilà. J'aimerais beaucoup. Si tu regardes cette interview, PA, le canapé est pour toi. Je te vois bien t'asseoir sur ce joli canapé. Eh ben, merci beaucoup. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos, les réseaux de Zach, les vidéos, Twitch et compagnie. Vous retrouvez tout ça. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.